nsanguma Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema nsangwezi Likamba mabele nsangwema nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Bienvenue, heureux de vous retrouver sur les réseaux de la diaspora. Réseau de la diaspora, une chaîne la mieux documentée de la diaspora au Canada, notamment à Toronto plus précisément. Et alors, aujourd'hui, les réseaux de la diaspora tablent sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment le traité de Nice. Le traité de Nice. Et pour en parler autour de moi, de la droite à gauche, nous avons M. Sylvain Kalala Nsenda, qui lui est architecte, professeur et haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À ma gauche, vous avez le professeur Muyamba Bosoalwendou, historien de formation et haut cadre du parti UDPS. Et à l'extrême gauche, vous avez M. Ndondo Urbain Keng, donc mieux Urbain Keng Ndondo. Lui est conseiller politique à la représentation, au bureau de représentation de l'UDPS Canada. Voilà, bonsoir M. Sylvain Kalala. Bonsoir Monsieur Albert Bouyamba. Bonsoir. Bonsoir Luendo. Oui. Bonsoir Monsieur Keng Urbain. Bonsoir Monsieur Charles. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci. C'est comme je viens de le souligner. Il est dit que quand le vin est tiré, il faut le boire. On n'en dira jamais assez autour du traité de Nice. Le traité de Nice, ou la convention, ou mieux, la conspiration politique aura été bel et bien contresignée depuis le 18 janvier 2012 par deux partis. Eh bien, d'un côté, les membres de la PARECO et de l'autre, les membres de l'UDPS. Et la société civile. Et la société civile. Parmi les signataires ou parmi les participants, les uns voyaient la libération du Congo et les autres voyaient la haute trahison dans la mesure où les signataires doivent accéder au pouvoir en échange justement avec la vente des terres de nos aïeux. L'heure est maintenant, comme vous le voyez, à la guerre des communiqués. La guerre des communiqués entre les deux camps des participants ou des signataires de ce traité, à PARECO, UDPS, et le troisième camp, vous avez dit, la société civile. Ce qui ne peut que réconforter le gouvernement de Kabila. D'ailleurs, à partir du mois de février prochain, vous aurez à suivre toutes nos émissions à partir aussi de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Première question à ce sujet. À la lumière de cette situation que je viens d'évoquer, pouvez-vous affirmer que
la lutte que mènent les combattants de la diaspora se porte très bien? La réponse d'abord avec M. Sylvain Kalalassène. Merci beaucoup, M. Charles. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face. Hein. Les combats jusque-là étaient bien menés ici à l'extérieur. Cependant, il faut dire qu'il est arrivé à un moment donné où M. Honoré Mbanda est allé, il a commencé à faire des déclarations qui ont fait de sorte que finalement, on a l'impression que la lutte semble être pataugée. En fait, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de marches ici à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis, à Washington, ici au Canada, à Montréal comme Toronto, Ottawa aussi, en Europe, ça fait le tour, et en Afrique du Sud. Sans oublier que cela a eu lieu aussi en Australie. Ça a eu l'avantage que le pays qui reçoit la diaspora, qui reçoit plutôt la diaspora congolaise, finalement on finit par s'intéresser à comprendre ce qui se passe réellement au Congo. Alors jusque-là, c'est pourquoi on disait que ce qu'on faisait comme marche, le fait qu'il y a une prise de conscience des populations de pays autres, que la lutte se menait très bien. Mais hélas, piqué par quelle mouche, on ne sait pas, il a plu à Honoré Mbanda de faire cette dissonance que nous constatons à l'heure qu'il est, en donnant souvent des informations, je ne sais pas si c'est pour alerter Kanambe qui est au Congo ou c'est autre chose. Cependant, on va revenir un peu plus loin, que nos amis puissent s'exprimer aussi là-dessus. On va revenir plus tard. Vous comprendrez que les coulisses de pouvoir, c'est l'une des émissions de réseau de la diaspora que présente de temps en temps votre serviteur Charles Kajim Mpumpu Wakabeya. Eh bien, deuxième préoccupation. Mais on peut. Oui, vous pouvez ajouter. Oui, je peux ajouter quelque chose à ce que Sylvain a dit. Il faut tout de suite fixer les Congolais d'abord sur place au Congo et les Congolais à travers le monde. Le traité de Nice dont on parle, le traité de Nice qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est tout simplement, dans le contexte politique actuel du Congo, une divagation, c'est une distraction, une diversion de la part de M. Honoré Mbanda. En réalité, traité de Nice, c'est quoi? Traité de Nice et en Rwanda, c'est que le M23 est à Kabila. Il distrait les Congolais pour rester au pouvoir, se partager les gâteaux, et les Congolais, dans l'entretemps, ils meurent de leur propre mort. Lorsqu'on fait allusion au traité de Nice, comme Ngwanda dit, Batek Simbok, on a vendu le pays. Ça, c'est un discours mielleux. Ça, c'est un discours pernicieux. Ça, c'est un discours d'un malin. La Constitution, les lois du Congo sont très claires. En matière de la loi foncière, depuis 1964, le Congolais connaissait ce qu'on appelait la loi Bakashika. En 1973, cette disposition a été coulée en loi qui stipule clairement ceci. Le sol, les sous-sols du Congo appartiennent à l'État. C'est connu de tous. Personne ne peut aliéner les terres congolaises. Autrement dit, ce n'est pas tout celui qui veut peut avoir les terres au Congo, comme Ngwanda prétend aujourd'hui sur toutes les radios du monde, sur Radio Bendel, qui semble passer dans les moments comme la radio 1000 collines. Une radio qui véhicule la haine,
une radio qui véhicule la division, une radio qui véhicule l'exclusion des autres. Le traité de Nice ne doit pas être une pomme de discorde entre les Congolais. Les Congolais doivent savoir quelle est leur priorité. Leur priorité, c'est de mettre Kabila dehors, organiser un état de droit au centre de l'Afrique. Voilà ce que les Congolais doivent faire. Ngwanda joue le rôle que joue Lambert Mende Omalanga au niveau du gouvernement Kabila. La réalité est que Ngwanda envie le travail que fait Mende Omalanga au Congo. Il en a marre de rester à l'extérieur, il veut retourner au Congo. Mais Ngwanda cherche maintenant comment y rentrer. Eh bien, il a trouvé la Libye à travers ce fameux traité de Nice qui n'a rien à voir, qui n'a ni tête ni queue. Voilà à peu près ce que je pouvais dire à ce niveau. Vous avez ajouté, monsieur Urbain? Oui, j'aimerais répondre à la question qui a été posée sur la lutte que mènent les combattants de la diaspora. De la diaspora. Est-ce que cette lutte se porte très bien? Est-ce que cette lutte se porte très bien? Quand on parle de la lutte de la libération de leur peuple, cette lutte doit être matérialisée par deux faits ou par deux concepts. Le premier concept d'abord, c'est de faire un bilan. A-t-on fait un bilan pour dire que la lutte se porte bien ou elle ne se porte pas bien? Ça, c'est la première question. Et des deux, si la lutte, dans l'hypothèse où elle se porte bien, quelles sont les perspectives d'avenir que nous devons y aborder? Et comme m'a dit le président Sylvain, dans ce bilan, il y a les côtés positifs, ce qu'on appelle les actifs. Effectivement, il y a eu la conscientisation de toute la diaspora et qui s'est mis debout comme un seul homme, qui a conscientisé les instances des pays où nous sommes, le gouvernement, les ONG, la société civile. Alors là, je dirais que la lutte se porte très bien parce qu'aujourd'hui, la chose congolaise est connue de tous les gouvernements du monde, des pays occidentaux en particulier. Et puis le côté négatif, c'est-à-dire les points à améliorer ou les passifs de cette lutte, il y a malheureusement ce que nous vivons maintenant, où beaucoup de Congolais se posent des questions. Est-ce que cela va nous amener à nous unir ou à se désolidariser? Et est-ce qu'il y a-t-il encore la cohésion, les convergences de vues où il y a disparité de force? Et c'est ça la grande question qu'on doit se poser maintenant. Est-ce que nous voulons un état des droits? Si nous voulons un état des droits, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est pour nous faire avancer les choses, pour nous faire reculer. Merci. Toujours est-il que... Oui, vous me faites signe. Oui, je voudrais régler un problème. Je voudrais attirer l'attention du fait que le Congo, il n'est pas le seul pays qui existe sur le monde. Il existe au monde, oui. Observons ce qui s'est passé ailleurs. Nous avons constaté, par exemple, en Libye. Qu'est-ce qui est arrivé en Libye? Il y a un groupe de Libyens. Puisque le pays étant dirigé sous la dictature, ils ne pouvaient pas aller chercher cette légitimité derrière cette dictature qui était là-bas. Ils se sont constitués et ils ont pris des contacts, ils se sont trouvés des voies. C'est comme ça qu'on a pu les aider et finalement ils ont pu libérer leur pays. Ils ne sont pas les seuls. Nous le voyons présentement, ce qui se passe en Syrie. C'est la même chose. Les Libyens, un groupe de Libyens, des opposants, ils se sont constitués. Vous savez, ils signent toujours des accords et que dans ces accords, c'est du donnant. C'est comme ça qu'ils arrivent à libérer le pays. Donc, nous ne pouvons pas dire que le cas de l'UDPS, comme on est en train de l'épingler par Rwanda, soit un cas particulier. Il le fait seulement par mauvaise foi, puisqu'il comprend très bien que c'est la voie obligée par laquelle tout pays qui est soumis comme le nôtre peut s'en sortir pour finalement trouver sa liberté. Et donc, comme on le voit, qu'on le veuille ou non, les Congolais sont condamnés à s'unir. Et malheureusement, au travers de cette guerre, au travers de cette guerre des communiqués,
qu'est-ce qu'on constate? Le leader maximaux de l'UDPS, tout comme le leader de la PARECO, sont vilipendés suffisamment, vilipendés jusqu'au ridicule. Et ce qui est grave, c'est que même le vieux sage, le leader maximum de l'UDPS, a été bien humilié par ceux-là même qui savaient et qui savent que Étienne Tshisekedi Ouamulumba a été trouvé comme un homme intègre, même par la conférence nationale souveraine en son temps. Et donc, comment voyez-vous aujourd'hui le caractère de leadership congolais de la diaspora en matière de respect des vieux sages, lorsqu'on arrive jusqu'à le considérer comme étant celui qui n'est pas crédible? Il n'y a pas d'opposant au Congo, véritable opposant, il n'y a pas de véritable opposition au Congo. Et finalement, comment voyez-vous le caractère de leadership congolais de la diaspora? La réponse à qui de droit? Monsieur Ngwanda joue les jeux du pouvoir au Congo dans les moments. Les discours qu'il tient sur la place publique, il le sait dans son fort intérieur que c'est un discours miellé, juste pour tromper. Lorsqu'il parle... Tromper pour arriver à quelle finalité? Tromper l'opinion, mais en réalité, il fait le travail du pouvoir. C'est un agent double. Ah, un agent double. Il est au service de Kabila, mais il se fait passer pour un opposant, et en même temps, il ne reconnaît pas qu'il existe l'opposition ou un leadership dans l'opposition. L'opposition, le monde entier qui suit la situation du Congo, c'est qu'il y a un homme qui incarne l'opposition dans le sens vrai du terme. Ce monsieur Étienne Tshisekedi. Il y a des faits qui ne trompent pas. Tshisekedi ont commencé leur combat pour les changements politiques au Congo à 13. Aujourd'hui que nous parlions, il est resté le seul. C'est déjà la N10. Pourquoi il persévère dans ces combats alors que le combat qu'il mène n'est pas vrai? Ce n'est pas un combat pour la libération, pour la libération, l'instauration d'un état de droit au Congo. Ngwanda ne reconnaît pas qu'il est un vrai leader. Cependant, je dois vous dire que Ngwanda est en train de mentir. Ngwanda est imprégné d'un esprit de malhonnêteté intellectuelle. Ngwanda est imprégné d'un esprit de destruction de la situation politique au Congo. Vous en êtes sûr? Je suis sûr. Je veux bien vous donner quelques situations. S'il n'y avait pas une opposition sûre au Congo, qu'est-ce que M. Ngwanda peut expliquer à l'opinion tant nationale qu'internationale la signification de la date du 24 avril 1990? Mobutu a lâché des larmes devant toutes les institutions politiques du pays réunies. Comprenez mon émotion. C'était encelé. C'était encelé. Comprenez mon émotion. Mobutu ne blaguait pas. Mobutu a versé des larmes. Et c'était la première fois que les Zaïrois congolais aujourd'hui ont vu Mobutu pleurer. Mobutu qui disait aux Zaïrois, Batata ba mama bandeko muto ya telemi liboso na bino ayebi mbeto à hôpital te ayebi souffrance te. Mais ces jours-là, Mobutu a pleuré. Si Mobutu avait pleuré, ce n'était pas pour faire plaisir à Ngwanda, pour que Ngwanda revienne aujourd'hui nous dire qu'il n'y a pas un véritable leadership d'opposition au Congo. Tshisekedi est un véritable opposant. 2. Lors de la conférence nationale, les Congolais ont vécu beaucoup de scénarios. Tshisekedi a été tabassé 1001 fois.
Tshisekedi a été relégué dans son village natal. Mais Tshisekedi a mené le combat face à Mobutu, face à Kabila Mosé, et il mène le même combat face à Kabila Joseph. Mais c'est au nom de quelle réalité continue-t-il à mener ce combat-là? Parce qu'il n'est pas un vrai opposant. J'aimerais compléter mon ami Albert. Et je préfère montrer à la face du monde un livre qui est intitulé Congo-Zaïre, la colonisation, l'indépendance, le régime Mobutu et demain. Ce livre n'est pas écrit par les membres de l'UDPS. Il est écrit par qui? Il est écrit par Colette Brackman, Simon Gassi-Birégué, Jules Gérard Libois, Jean Kestergat, Jacques van der Linden, Daniel van der Steen. Ok, c'est suffisant. Benoît, oui. Non, c'est très important, oui. Laissez-moi continuer. Oui. Benoît Verhagen et Jean-Claude William. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes se sont plongées, se sont mobilisées pour écrire un livre sur le Congo-Zaïre, colonisation, l'indépendance, le régime Mobutu et demain. Et ce qu'on retiendra ce soir. Et je vais vous lire une page. Un opposant en point de mire. Tshisekedi et l'opposition. Et il est écrit ceci, à l'avant-dernier paragraphe. Depuis 1980, Tshisekedi a choisi l'opposition. Il est l'un des signataires de la lettre des parlementaires rebelles qui, en 1980, dénoncèrent auprès du président Mobutu les maux dont souffre le pays et lui demandèrent de pouvoir créer un deuxième parti. Vu le refus essuyé, ils fondèrent l'UDPS, une formation qui tient beaucoup à inspirer confiance aux Belges et surtout aux Américains et réclame une véritable démocratisation. Point. Alors, lorsque aujourd'hui on entend dire que Tshisekedi n'est pas de l'opposition, lorsqu'on entend dire que Tshisekedi et ainsi que les autres allaient dénouer... C'est qu'on entend dire qu'il n'y a pas de vrai opposant. J'en reviens. Et Tshisekedi est compris parce que Tshisekedi ici, il est dit qu'il est opposant. Mais maintenant, on prétend que Tshisekedi n'est pas opposant et qu'il est parmi ceux-là qui partaient sur nuitamment voir Mobutu à Gbado, je ne sais où, pour demander de l'argent. Donc un opportuniste. Non, un opportuniste. je vais y revenir un peu sur ça. Un opportuniste. Mais comment les grands éminents écrivains ont pu prendre le temps pour dire que Tshisekedi est opposant, et comment ces gens-là ont pu démontrer noir sur blanc que l'opposition existe depuis 1980 et elle continue à exister aujourd'hui au Congo. Et je suis très surpris de pouvoir entendre ce genre de discours. Mais voyons un peu dans un régime démocratique. Si Mobutu, qui a libéré le multipartisme, devait appliquer la démocratie, mais je pense bien qu'il devait mettre toutes les structures en place, comme nous le voyons ici dans les pays où nous vivons, où l'opposition émarge du budget même du gouvernement, du budget du pouvoir législatif, où les responsables de l'opposition sont pris en charge par les gouvernements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont dans le gouvernement, ils sont les organes de contrôle du gouvernement. Alors, si nous étions dans un régime démocratique, eh bien, ce qu'avance Ngwanda ne devait pas avoir lieu. Et aujourd'hui, si certains opposants allaient à Gbado, je vais vous donner un exemple que moi-même je suis témoin. Tshisekedi est en réunion avec Kibasa, avec le professeur Liaou, et Tshisekedi qui dit à Kibasa ceci: Frédéric, sachez que quand vous prenez de l'argent auprès de Mobutu, vous serez obligé de justifier cet argent. Et Kibasa répond à Tshisekedi, il dit: l'argent que nous prenons, c'est l'argent de la République. Il a dit: vous rendrez des comptes pour ça. Alors, si lui, il prenait l'argent, comment devait-il encore interpeller Kibasa devant les autres? Et ce que j'avance, il y a des amis qui sont ici au Canada, qui étaient dans les sphères de l'UDPS, qui ont assisté à cette réunion, ils peuvent en témoigner.
Bon, Merci, alors, M. Urbain Kengondo, pour toutes ces précisions. Juste un mot à placer. Albert Bouyamba. Sur l'intégrité de Tshisekedi. Oui. Ngwanda n'a pas une leçon à faire sur Tshisekedi en ce qui concerne son intégrité morale, son intégrité politique. Le directeur de cabinet de Mobutu, M. Vundao Tepemako, Vundao écrit en 86 ceci sur Tshisekedi, sur son intégrité. Vundao a écrit à l'ombre du léopard. Au fait, il relate sa vie autour de Mobutu. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, je lis pour la bonne attention des Congolais. La récupération politique des opposants radicaux en 1986 dans le cadre des accords de Badolité fut une bonne affaire pour le pouvoir. Mais en réalité, ce ne fut qu'un demi-succès. L'opération a en effet plutôt servi la bonne étoile de Tshisekedi Wamulumba, qui fut désormais considéré par le peuple comme le seul opposant crédible, car il avait résisté à la tentation de rechercher le pouvoir pour le pouvoir et ne s'était pas laissé corrompre par le régime en place. Celui qui écrit, c'est M. Vundao. C'est ce phénomène qui fut à la base de l'étonnante popularité de Tshisekedi à Kinshasa, malgré l'atomisation de l'UDPS. J'ai toujours admiré en lui son attitude caractérisée par un sens élevé de l'honneur. Vraiment peu ordinaire dans la classe politique zaïroise sous le régime Mobutu. C'est lui qui écrit, qui témoigne sur Tshisekedi, est un professeur d'université en droit constitutionnel, M. Vundao Tepemako, qui était le directeur de cabinet de Mobutu. Alors, prenez le discours de Ngwanda, mettez-le en face de ce texte qui est écrit par Vundao dans son livre À l'ombre du léopard, page 76. Ce sera comme le jour et la nuit. Oui. Voilà. Alors, Ngwanda tient un discours mielleux parce qu'il voudrait retourner à Kinshasa. Le poste qu'occupe Lambert Mende Omalanga l'intéresse beaucoup. Un délateur. Voilà, Sylvain, oui. On peut évoluer, oui. Oui. Donc, nous revenons pour souligner ce qui vient d'être dit. Moi, je vais attaquer la crédibilité de Ngwanda. Puisque, vraiment, les Congolais, il y a les gens qui ont perdu leur mémoire. Hein. Ah, ils pensent que Ngwanda, c'est lui qui détient la parole de la Bible. C'est-à-dire, ce qui sort de sa bouche, ce sont des vérités. Mais je voudrais vous démontrer que c'est très faux. Ngwanda n'est pas tout cela. Pourquoi? Déjà, comme étudiant, il a dit lui-même. Il était étudiant à Lovanium, vers les années 68-69. Vous connaissez la tragédie qu'a connue les étudiants en 69. Il y avait, parmi les étudiants, un infiltré. Au fait, c'est ça le délit de Ngwanda. De non... de Ngwanda, bien sûr, je voulais dire, qui, nuitamment, ce qui veut accuser aux autres, faisait passer ces pamphlets qui rédigeaient dans le noir pour accuser les étudiants du campus, dont moi qui vous parle, j'ai perdu un proche
hein, la personne de Tamboué qui était en médecine Au campus de au Lubumbashi. campus de Kinshasa, en ce moment-là, hein, qui est mort. C'est Mbanda qui faisait ça. Alors Mbanda, quand on l'a Vous épinglé, avez des preuves. mais je vous l'ai dit, Oui. il y a eu Il des est morts. proche de lui, il dit, il est proche de lui. Alors, quand Mbanda, on l'a vu, Mobutu a vu que finalement il devait être en danger, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça qu'il le déplacera pour le campus ou l'université de Lubumbashi. À l'époque, Mbanda est allé à Lubumbashi. C'était l'unique étudiant en ces moments-là, à l'université de Lubumbashi, qui venait entourer des commandos. Tu vois, un étudiant qui vient, mais il a des commandos là-bas pour les garder. Ça, c'était une bande. Alors, ce type-là, il a évolué de cette manière là-bas. Il a connu tous les coups qu'on a connus par après, où il était, disons, chargé de la sécurité ou de services. C'était un tortionnaire, il faut dire, hein, autour de Mobutu, qui a fait tous les coups bas. Nous savons qu'à Kinshasa, il y a eu le service qu'on a appelé FIS. Ce service-là a dynamité beaucoup de maisons de gens, des opposants à Kinshasa, dont celui des présidents Kibasa. À l'époque, il était président de l'UDPS, président en exercice, et de l'Union Sacrée. C'est une bande qui a organisé ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est une bande qui a organisé ça. Alors, je peux me demander comment une bande qui avait aussi les hiboux. Les hiboux, vous savez, ils ont plastifié pas mal de donc, vous savez, le journal Elima de Solomois. Ce journal était plastifié par qui? Par le service d'Ngbanda. C'était lui qui était, en ce moment-là, à la commande de cette chose-là. Mais c'est curieux, cette personne, aujourd'hui, s'est muée en un saint, il parle, il y a certains Congolais, je m'excuse, mais mes confrères qui embarquent, qui ont perdu le nom, pour dire que, voilà, il a parlé, tu sais qu'il dit, c'est lui qui était derrière la bande de Kimba et les autres. Non, ça, c'est pas vrai. Non. Nous démontrons par là que, déjà, la personne en soi d'Ngbanda, c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. D'ailleurs, ceux qui parlent souvent, ce ne sont que des mensonges, des scénarios, du genre qu'il a monté à l'époque même où on était à la conférence nationale souveraine. Vous savez, en ce moment-là, qu'est-ce que Ngbanda n'a pas pu faire? Il a pu monter des choses qui ont fait que Banzamou Kalaï, de son état, a pu publier ce que nous voyons aujourd'hui, ce que Ngbanda est en train de répéter. C'est qu'une répétition de choses qui, en ce moment-là, où à la conférence, il y avait à la fois la société civile, il y avait les partis politiques qui étaient derrière Mobutu, ceux qui étaient de l'opposition, où Tshisekedi était sorti zéro faute. Merci, M. Sylvain. Merci, nous sommes Charles. talonnés par le temps. Vous permettez que je puisse tirer une petite conclusion sur ce que vient de dire. Mais juste un petit mot à placer. Oui. Vous avez parlé aussi du caractère du leadership congolais de la diaspora. Je pense qu'il faudra qu'on puisse un peu épingler ça aussi en matière de respect des vieux. Oui, le leadership congolais de la diaspora se retrouve autour du président national, du président Tshisekedi. Parce que vous vous souviendrez, lorsqu'il y a eu des élections, et après les résultats que nous avons connus, les élections qui nous ont été volées par la toucherie, par toutes sortes de manigances, le peuple congolais s'est mis debout comme un seul homme, a suivi tout simplement son leader qui est Tshisekedi. Donc le leadership de la diaspora n'est que derrière les leaders qui est Tshisekedi, en fait, qu'il soit un jour érigé un état de droit au Congo et que la démocratie puisse avoir lieu. Et puis j'aimerais vous dire aussi une chose, vous avez parlé du respect des vieux. Ok, je pense que nos vieux sont d'abord des modèles. Et un vieux, c'est un modèle, et puis ce sont des messieurs qui sont imbus de sagesse et d'intelligence. Pour que les jeunes puissent s'y référer. Et non des personnes dont l'âge chronologique n'a aucun rapport avec l'âge mental. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes des leaders politiques et que nous avons créé des partis politiques, nous devons être au-dessus de la population pour expliquer justement que nous connaissons mieux la chose publique que les communs des mortels.
Alors si notre âge chronologique, quoi que nous disons que nous avons été ceci, nous avons l'âge de ceci, nous avons travaillé ceci, nous avons occupé de pareilles fonctions, mais si l'âge chronologique n'est pas suivi de l'âge mental, eh bien il est regrettable. Merci, M. Urbain. Revenons au traité de Nice. Nous sommes talonnés par le temps. Et donc, à la lecture du contenu de ce traité de Nice, il s'avère que les terres de nos aïeux, les terres de nos ancêtres auraient été vendues. Notamment l'île de Mateba, notamment l'aéroport d'Équateur, et puis il y a ce territoire compris entre le Katanga et le Kasaï oriental. Et de là, une question. Que devient alors la formule qui est reconnue en République démocratique du Congo, qui implique la signature de l'acte de vente en présence du chef coutumier, qui implique l'intervention des commissaires des zones ou des bourgmestres, qui implique surtout l'implication du ministre ayant en ses attributions les affaires foncières et qui est appelé à délivrer le contrat de bail, le contrat de concession perpétuelle et surtout à délivrer le certificat d'enregistrement. Alors, que devient cette formule? Bon, cette question, je crois que j'avais déjà donné une fenêtre, bribe de réponse. Mais je voudrais y revenir brièvement pour dire que tout ce qui est raconté, traité de Nice, on a vendu l'île Mateba, l'aéroport de l'Équateur, les terrains entre Katanga... Ajoutez même à cela la vente de l'île de Djibouti à l'époque de Mobutu, quand Tshisekedi était au pouvoir comme ministre, je ne sais pas, de la justice ou de l'intérieur. Tout cela, c'est de la fine bouche que Ngwanda entretient pour ne pas permettre aux Congolais de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Je venais de vous dire que la loi foncière datant des années 73, qui trouve leurs origines dans la loi Bagashika de 64, cette loi ne permet pas à un individu d'octroyer des terres congolaises à tout celui qui veut. Non. Comme on l'a fait à Nice. Ça n'existe pas. C'est tout simplement... Nice, c'est tout simplement un scénario. Nice n'est pas une réalité. Nice n'est pas une évidence. Nice n'est pas un fait. Vouloir s'attarder sur Nice... Nice, c'est une trahison dénoncée par Ngwanda, Honoré. Ngwanda, au fait, à partir de Nice, Ngwanda cherche une brèche de comment entrer dans les précarés de Kabila. Nice n'a pas toute cette dimension dont Ngwanda lui donne. Nice, c'est tout simplement un prétexte. Nice, c'est un moyen pour Ngwanda de vouloir noircir, nuire à Tshisekedi et tout ce qui l'entoure à partir de Dr Mpouila. Eh bien, il n'y a rien de Nice. Les terres congolaises sont congolaises. Personne d'autre ne peut distribuer les terres congolaises à qui il veut. Ça, c'est la loi. Ok. Ça, c'est la loi. Oui, j'aimerais un peu rapidement. Hein? Oui, très rapidement relever un point parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui s'est élevé autour de ce que nous appelons les traités de Nice. Revenons un peu à la définition du mot traité. De façon générale, le traité, c'est une convention entre des particuliers ou entre un particulier et une autorité. De façon générale. Sur le plan juridique, le traité est un acte juridique par lequel des gouvernements d'État compétents établissent des règles ou des décisions. Ce sont des gouvernements d'État qui signent les traités de façon spécifique et sur les droits. Donc ce ne sont pas des individus qui vont signer un traité. Nous avons des exemples ici au Canada. Il y a eu le traité qui a été signé entre les Britanniques et les Français lors de la colonisation. Il y a le traité de Paris, il y a le traité d'Utrecht qui a été signé en Hollande, il y a le traité de Versailles, il y a le traité de Saint-Germain-en-Laye, il y a le traité de Dax-la-Chapelle.
Ce sont des États qui ont signé les rois de France et les rois britanniques. Donc cette histoire qu'on est en train de nous faire gober aujourd'hui, on dit que voilà, Mpouila a vendu les pays, ou Mpouila a fait ceci, Mpouila a... C'est pas vrai, parce que ce n'est même pas un traité. C'est comme a dit mon cher ami Albert, ce n'est pas un traité, parce que le traité c'est un acte juridique par lequel des gouvernements d'État compétents établissent des règles ou des décisions. Alors, il a encore appelé ici la loi Bakajika, il a encore appelé la loi foncière, la loi Bakajika qui date de 64, et de cette loi est issue la loi foncière que nous avons en 1973, qui dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Et si monsieur qui prétend aujourd'hui mieux connaître les contours du droit avait lu ces deux lois, eh bien il n'aurait pas fait tous ces bouquins que nous avons aujourd'hui. Cette loi fixe bien les délais. Hein? Contrairement à ce qui dit qu'il a vendu à l'infini, quoi. Disons. Les terres congolaises. Les terres congolaises. À la sauvette, vous voulez dire? Non, c'est dit par rapport à la périodicité, qui a donné pour toujours. Mais, non, cette loi est bien spécifique que certaines conditions, l'État congolais peut, disons, aux étrangers, pour une période allant de 25 à 30 ans, tout à fait. Sauf exceptionnellement, à une certaine période, ils peuvent aller à 90 ans. Oui, tout à fait. C'est ce que notre confrère Jean Bosco Congolo a appelé l'amphithéose, c'est-à-dire les droits réels de jouissance sur la chose d'autrui qui résulte de la conclusion d'un bail de longue durée. En droit congolais, ces genres de concessions existent, et que de la part des signataires de Nice, ce n'était que des propositions qui n'engageaient que leur propre personne, comme l'a bien dit le docteur Mpouila. Oui. Alors, leur étant homicile sol-sol, c'est moi qui les appelle comme ça, leur étant homicile sol-sol à court, moyen ou long terme, comment pouvez-vous comprendre cette réalité biblique qui stipule que si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres, pour arriver à quelle finalité? Et donc, comment comprenez-vous cette réalité un peu rapidement, si vous avez un mot à dire là-dessus? Vous savez, un royaume divisé ne peut pas subsister, appelé à disparaître. Ce que nous voyons présentement, on aurait voulu dans le meilleur des cas que si Rwanda était réellement patriote, comme il aime bien s'appeler patriote, on devait non seulement jouer à l'unité, à l'union, puisque le salut et la force viennent de l'union du peuple congolais. C'est comme mes amis venaient de le dire, le peuple congolais à l'extérieur s'est uni et se sont mis debout pour revendiquer ce cas comme droit. Mais à l'heure qu'il est, où on a commencé à se tirer dessus, Rwanda, Tshisekedi et tout ça, où est la part du peuple congolais? C'est le peuple qui devient perdant là-dedans. Donc nous pensons qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Si, pour des raisons inavouées de positionnement, certaines personnes ont voulu jouer les rôles qui se sont attribués à l'heure qu'il est, il est grand temps qu'ils puissent s'ajuster. Autrement, c'est que nous allons aller à la perte. Et nous ne pouvons pas encore accepter cette perte. C'est ainsi que nous serons amenés à pouvoir nous éloigner davantage de certains esprits qui, comme on le voit à travers nos amis d'Apareco, peut-être pas tous les amis d'Apareco, à travers leur président qui les engage et tenté d'afficher ces derniers temps. Bon. Oui, Albert. Oui, je voulais dire simplement ceci. Les Congolais doivent évacuer la division. Les Congolais doivent être ensemble pour construire l'état de droit,
au cœur de l'Afrique dans sa globalité. Ça, c'est un préalable et c'est une obligation. Le Congolais doit oublier les discours d'exclusion. Ici, nous ne pouvons pas parler de l'unité des Congolais sans faire voir les mal que les malins à l'intérieur des Congolais commettent pour les rappeler à être attentifs, à faire attention. Honoré Ngbanda, son histoire est connue. Durant la période de la conférence nationale, en 92-93, M. Tshisekedi, son épouse et leurs enfants se dirigent vers Beach Ngobila. Les enfants devraient prendre leur avion pour un voyage à l'étranger. Oui, un peu rapidement. Quelque chose dans ce sens. Oui. Ngwanda, au centre-ville, avec Motorola, appelle le président Mobutu à Nzele. Bref, Malobanangai, Munokonangai Nganga. Naebisaka wote moto ya kokima mboko oyo. Ao ngada zako yebisa yo, aziko zwa bato azako kende Brazzaville. Il s'agissait de Tshisekedi et de son épouse. Ouais. Alors, Mobutu n'a pas contrôlé l'information. Il va prendre le micro de la radio-télévision congolaise, zaïroise à l'époque. Il va s'adresser à la population. Voilà, tango makamboya kandongo, ba kimak. Tshisekedi yewana na mwasi, ba komi kokima. Basi Bakimi. Et le lendemain, dans les rues de Kinshasa, on voit Tshisekedi, son épouse, qui circule oui. dans les rues de Kinshasa. Okay. Alors, Mobutu était confondu pour démontrer les mensonges du haut degré de Ngwanda. Ouais. Alors, les Congolais doivent faire attention avec Ngwanda comme individu. Merci. Ce n'est pas tout. Okay. Il y a, au mois de novembre dernier, de 2011, Ngwanda a lâché une information que John Chibango a pris Kabeye Kamwanga. Il est en route pour prendre Mbushimai. Tout le monde s'est précipité pour appeler au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Kasaï oriental en Mbushimai? Les gens sont calmes ici. Alors que Ngwanda venait de dire au monde entier que Kabeye Kamwanga est tombé entre les mains de John Chibango. Bref, je peux énumérer beaucoup de petits mensonges de Ngwanda de cette façon-là. Bref, c'est un monsieur qui est moins crédible. Moins crédible, mais il aura dénoncé la trahison du traité de Nice. Donc, vous voyez un peu les accords de Nice dans à l'article 4 de ces accords, et il s'avère que toutes les signatures au bas de toutes ces pages-là, c'est un engagement irrévocable et donc à consigner dans la future constitution de la République démocratique du Congo. C'est que ces terres-là ont été déjà vendues. À vous entendre parler ici, c'est comme si la loi foncière de la RDC met un frein à ce qui s'est fait, à Nice. Monsieur Charles, devons-nous appliquer les droits ou devons-nous appliquer les opinions des individus? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? La question se pose, c'est le journaliste qui pose des questions. Oui, mais moi je vous réponds, je vous renvoie aussi la question. Devons-nous respecter les droits ou devons-nous respecter les opinions des individus? Je pense que dans un pays qui prétend être dans une démocratie, c'est les droits qui prédominent. Et ces droits est exprimé par les lois qui c'est pas pour rien qu'on est enfermé d'un état de droit. C'est ces lois qui sont enfermées dans la Constitution. Les opinions sont les avis des individus qui n'ont pas force de loi. Sauf, je dis bien sauf, du temps de Mobutu, parce que vous avez parlé de la vente de l'île d'Idju, mais on n'avait pas fait allusion, je vais y revenir un peu. Sauf du temps de Mobutu où il était dit que les paroles du guide et du président fondateur avaient force de loi. Force de loi, exact. Donc Mobutu était la Constitution.
ce qu'il décidait avait force de loi. Exact. Et tout ce qu'il disait, tout le monde devait respecter sa parole. Et qu'on ne cherche pas des faux fuyants aujourd'hui. Ce que Mobutu a dit, c'était force de loi, c'était les droits constitutionnels. Alors, pour revenir justement à ce que vous avez posé comme question sur la participation des uns et des autres, et même la vente de l'île de Iju, mais Ngwanda lui-même reconnaît ça dans son adresse, la dernière adresse qu'il a tenue, je ne sais pas quel jour, où il dit que c'est lui qui est allé chercher M. Soumialo, et qu'il l'a protégé, il l'a gardé, et qu'au retour de Mobutu, Mobutu lui a confié et lui a donné une ferme. C'est quelle loi Mobutu a appliquée? C'est ça. Dites-nous, Mobutu qui distribue une ferme de M. Gilles Valenquer à un individu, un ex-rebelle. C'est quelle loi qu'il a appliquée? Et il confie sa sécurité à un individu, dans la personne de Ngwanda. C'est ça. C'est de pratique. Donc, vous voyez là où nous en sommes. Et que aujourd'hui, le monsieur qui a travaillé durant des années sous les mêmes régimes, et aujourd'hui, il méconnaît ce que lui faisait. Non, c'est les jours et la nuit. C'est les jours et la nuit. Donc, nous voyons que cette histoire des traités de Nice, comme on le prétend, n'est même pas un traité. Parce que je viens de vous le dire sur le plan des droits, c'est quoi un traité? C'est un acte juridique qui est signé par le gouvernement d'État compétent. Est-ce que Mpouila est membre du gouvernement? Non. Est-ce que Mpouila peut engager le gouvernement du Congo? Non. Mpouila l'a bien dit. Il a dit que ce sont des propositions que moi je devrais soumettre à l'UDPS qui devait en discuter. Voilà, avant d'arriver à la fin de cet entretien, vous n'avez encore rien dit sur Tshisekedi Etienne qui aurait participé à la mort de Lumumba, qui aurait participé à la mort de Moulele, quand il était encore aux affaires. Oui, Albert. Bon, là c'est encore une malhonnêteté intellectuelle de la part de M. Ngwanda. L'opinion congolaise connaît qu'en 1992-93, il y a eu la conférence dite nationale. Souveraine, la conférence nationale souveraine. Oui. Au cours de cette rencontre de l'intelligence congolaise, des civils comme des militaires, des paysans comme... bref, toutes les classes sociales, évaluées à 3000 personnes. Chaque dossier, que ce soit du domaine social, économique, politique, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a eu des commissions qui ont siégé pour entendre tout celui qui avait été dirigeant de ces pays-là à des degrés divers. À ce titre, il y a eu une commission dirigée par M. Lambert Mende Omalanga avec comme adjoint certains M. Chibangu ou Chibendi, quelque chose dans ce sens. Tshisekedi a été entendu sur la mort de Lumumba, sur la mort de Moulele. Tout ce que Ngwanda raconte, c'est tout simplement des récitations. Il fait les perroquets. Bref, il y a eu des témoins, Singa Boyenge, Moussambaye, qui étaient les responsables de la sécurité du pays à l'époque, et M. Raymond Omba, qui fut le secrétaire particulier de Mobutu. Ces messieurs militaires de leur État ont dit devant la commission que Tshisekedi n'a rien à voir dans ces dossiers de la mort de X ou Y. Donc il était blanchi. Tshisekedi a été blanchi, c'est alors qu'on lui connaîtra le label de zéro faute. Et non seulement à cause de cela, cette conférence nationale souveraine est allée jusqu'à l'élire comme Premier ministre du Congo, avec 70,84%. Les deux concurrents qui le suivaient, Kanza Thomas et Bopende, chacun s'est retrouvé avec 27% et l'autre 0,15%. Bref, Moulele avait été ramené du Congo par Mbomboko Justin Marie. Mbomboko est présent à Kinshasa. Qu'il a même gardé chez lui. Alors, Tshisekedi était-il ministre qui avait tout le pouvoir? Mobutu était où? À cette époque-là, je dois vous rappeler aussi, et les Congolais le savent, Mobutu à l'étranger, on lui pose des questions.
Monsieur Mobutu, on nous apprend que Moulele a été ramené du Congo par Momboko. Qu'est-ce que vous en pensez? Moulele a tué, il ne peut pas avoir une grâce présidentielle, c'est N-O-N en majuscule. Mobutu l'a déclaré en Europe, Mobutu l'a déclaré à l'aéroport de Leopoldville à l'époque. Mobutu connaît la mort de Moulele avant que Moulele n'arrive au Congo. Alors comment Ngwanda aujourd'hui transfère cette responsabilité à Tshisekedi? Tshisekedi n'a pas été à Brazzaville, Tshisekedi n'était pas militaire. Bref, pour vous dire les derniers mots, Singa Boyenge, qui était responsable de la sécurité, Raymond Omba, sont encore en vie. Ils sont en vie. Ils ont dit ceci: nous étions dans un régime dictatorial. Dans un régime dictatorial, un civil n'a pas un mot à dire. La sécurité des individus, de leurs biens, du pays, relève des militaires. Donc, accuser Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est tout simplement amuser la guerre. Merci. Merci, cher. J'accorde une minute à chacun de vous trois là, pour juste une minute pour terminer cette émission. Quoi? Oui, cette émission. Ok, j'aimerais un peu parler très vite sur ce que vient de dire mon frère Albert, sur ce qu'il a dit. Les livres que j'ai pu vous montrer, je pense que ceux qui sont en Europe, ils en ont aussi, et en tant que monsieur qui a travaillé dans la sécurité, c'est un livre qui intéresse les Congos, il doit avoir lu ça. Et dans les chapitres de l'indépendance et cette turbulence, en 60, mutinerie en sécession, c'est écrit par Jean Kesselgat. L'ONU, les grands enlisements. Non, dans le juillet 60, on parle aussi de la fin tragique de Lumumba. Et Kesselgat est toujours en vie, ou bien il est mort, mais c'est un Belge. Ok, l'ONU, les grands enlisements, 60-63, chronologie, par Jean Kestelgat. L'intervention de l'ONU dans l'imbroglio congolais et international, par Jules Gérard Libois. Et puis l'opposition en rébellion, par Benoît Verhaegen, qui a été à Kinshasa, et je pense qu'il y est toujours, il est rentré en Belgique. Donc, vous voyez dans ce que Albert vient de dire, les preuves sont là. Nous ne discutons pas en l'air. Nous pensons qu'en tant qu'intellectuels, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître les faits. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Et ça, c'est une chose. Et puis, j'aimerais justement venir... oui, allez-y, parce que je vais conclure. C'est moi qui distribue la parole. Ok, merci. D'abord, oui, voilà. Je voudrais, dans cette lignée d'accusation, Tshisekedi a tué X, Tshisekedi a tué Y. Je me demande quel ventre Tshisekedi a pour manger la viande de tous ces gens qui sont tués. Bref, Ngwanda brandit un document comme quoi Tshisekedi à l'époque a écrit à Kalonji Mulopwe, empereur du Sud Kasaï, comme quoi nous vous envoyons les crapauds. Mais c'est quand Ngwanda continue à brandir le crapaud, comme pour dire, nous envoyons Lumumba. Oui. Alors, quand Ngwanda continue à brandir ces chiffons-là, eh bien, il fait la honte du peuple congolais. Merci. Je dois vous dire ceci. Le fameux document que Ngwanda brandit, c'est un document qui avait été préparé dans son laboratoire avec Banzamou Kalaïsung. Le document avait été soumis à la critique des intellectuels zaïrois congolais à l'époque, congolais aujourd'hui, à la conférence nationale souveraine. Tous, comme un seul homme, ont trouvé que c'était du faux. J'ai personnellement appelé Kalonji Mulopwe, qui était à Atlanta il y a 2 ans, 3 ans. Je lui ai posé expressement la même question. Mulopwe, il y a toujours des accusations. À votre époque, Tshisekedi, vous avez écrit une lettre pour désigner Lumumba crapaud. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en était? Ce qu'il en était. Oui. Vous pouvez me dire que Tshisekedi, d'abord, je dois vous dire, il était dans mon gouvernement, mais jamais il est venu travailler à Bakwanga. Ça, c'est un. Du document dont on parle, il ne l'a jamais vu. Alors, je dois vous dire tout simplement que Ngwanda, c'était malhonnête. Les documents dont il prétend détenir, ce sont des faux qu'il prépare dans son laboratoire. Ce type a menti à Mobutu
jusqu'à faire mourir Mobutu à l'exil. Si Ngwanda est sérieux, qu'il demande le répatriement du corps de Mobutu, Mobutu doit être enterré au Congo. Mobutu est un Congolais. Pourquoi Mobutu doit être enterré au Maroc? Ngwanda a à se reprocher. Il ment comme il respire. Il doit cesser le mensonge. Et tous ceux qui le suivent doivent arrêter. Charles, j'avais une minute parce que je tire à la conclusion. Vous m'avez accordé une minute. On a presque terminé, oui. Vous m'avez demandé de conclure, oui. Pour ma part. Je dirais c'est vraiment regrettable ce que nous vivons actuellement. Parce que si nous sommes tous de l'opposition, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui entre l'UDPS et la PARECO ne nous élève pas. C'est comme si aujourd'hui l'UDPS et la PARECO avaient gagné les élections législatives. Maintenant nous devons aller aux élections présidentielles et c'est alors que ces combats des chantiers viennent à la surface pour que l'UDPS ou la PARECO puisse faire sortir un président. Je pense que cela ne nous élève pas en tant qu'opposition parce que si nous voyons vraiment les souffrances des peuples congolais, ces pays qui est 196e sur 196e sur l'indice de développement, eh bien ça fait pas notre joie, ça fait pas notre honneur. Nous devons cesser à ces coups bas, ça nous honore pas. Ngwanda c'est un homme d'État, il doit prendre ses responsabilités. Si il était au courant de ce qui s'est passé, lui qui dit qu'il est de l'opposition, je pense bien à son humble avis, il devait appeler Tshisekedi qu'il appelle mon vieux pour lui dire oh j'ai appris ceci, j'ai appris cela, je connais bien ces gens-là, en tout cas ne vous versez pas là-dedans. Mais si lui qui avait les informations, il a laissé faire les autres parce que il voulait que la chose puisse s'ébruiter, eh bien ce n'est pas une position digne d'un membre qui se dit qu'il est de l'opposition. J'ai dit, je vous remercie. Merci, vous avez dit l'essentiel. Ce que nous vivons aujourd'hui entre l'UDPS et la PARECO n'est pas de nature à honorer les Congolais. Et donc, voilà, c'est maintenant terminé. À vous qui nous avez suivis, merci de la sympathique attention. Les coulisses de pouvoir, c'est une émission qui vous est présentée par Charles Kajin-Pompo. Merci à vous, nos chers invités. Même si vous avez un mot que vous n'avez pas lâché, juste un mot à lâcher. Bon, un mot, comme je n'ai pas le temps, je voulais expliquer, malheureusement on n'a pas le temps, sur le problème de Kimba et autres. Puisque j'ai assisté en ce moment comme jeune homme quinois, à l'époque, quand on a exécuté les Kimba, nous sommes allés au pont Kabi. À l'époque, voilà, les gens se disaient, les politiciens, ce sont des magiciens, alors ils vont disparaître, vous allez voir, quand ils sont arrivés, on était curieux pour aller voir. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Nous vivions la dictature, Mobutu devait asseoir son pouvoir, c'était au début. Ce qu'il a eu comme conseiller, non seulement congolais, ça dit même étrangers autour de lui, lui ont dit il faut frapper fort dès le départ afin qu'on puisse te craindre. C'est en ce moment que Mobutu, qui régentait ces histoires à son niveau, a fait exécuter le groupe de Kimba et les autres. C'est très malheureux qu'au niveau de Honoré Ngwanda, qui puisse ramener ces problèmes au niveau de Tshisekedi. En fait, qu'est-ce que Ngwanda cherche en réalité? Merci Sylvain Kalalansenda, architecte, professeur et haut cadre du parti. Merci Albert Bouyamba Moussaluendo, professeur, historien de formation et haut cadre du parti UDPS. Merci Monsieur Urbain Keng Nondo, qui est conseiller politique au bureau de représentation de l'UDPS Canada. Et donc, merci encore une fois de plus pour votre sympathique attention. Prochain rendez-vous, c'est dans une semaine, mais vous aurez à suivre les mêmes émissions, les mêmes coulisses de pouvoir et même le reste des émissions des réseaux de la diaspora en République démocratique du Congo. D'ici là, bonne écoute.